Bonjour, bienvenue sur la chaîne Transition et Énergie. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui intéresse et préoccupe, on va dire, la très grande majorité des Français, qui est celui de la rénovation énergétique des bâtiments et de la rénovation tout court des bâtiments. Et nous avons la chance d'avoir avec nous un expert de ces questions, qui est à la fois un théoricien et un praticien, qui a géré et qui gère des chantiers de rénovation très importants et qui, en plus, vient de sortir un ouvrage très pratique pour tous ceux que la question intéresse. Et donc, je vous présente l'ouvrage Acheter, rénover, gagner. Et donc, c'est Guillaume Millot qui est avec nous. Guillaume, on peut peut-être commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le pratique, par une question générale sur la rénovation des bâtiments et la rénovation énergétique, notamment, qui préoccupe un peu plus transition et énergie, euh, qui est le fait que circulent des informations très contradictoires, parfois difficiles à appréhender ou à comprendre, sur la rénovation énergétique. Donc, euh, euh, on entend à la fois que les investissements sont très difficiles à rentabiliser, que souvent la stratégie menée pour rénover est pas très efficace, voire même que les gains réalisés sont effacés au bout de quelques années. Quelle est votre manière d'appréhender cette question et de finalement mener ce type de travaux et d'investissements pour les réussir et pour en avoir un gain pérenne? Bien, ben, d'abord, bonjour, hein, je suis très, très, très heureux d'être ici parmi vous. Alors, en gros, je pense qu'on aborde les choses de la mauvaise manière. Et donc, j'ai essayé à un moment de prendre un peu du recul sur ce qui se passait, notamment sur un élément clé qui est les consommations d'énergie. Donc, quand on regarde les rapports de l'énergie depuis 2000, qui sont disponibles sur Internet, dans le secteur résidentiel, on n'a pas baissé d'un iota les consommations. En gros, en moyenne, on est aux alentours de 500 TWh de consommation d'énergie. Et si je Dans le peux me sec- permettre juste de vous interrompre 2 secondes, et on a dépensé des dizaines de milliards dans la rénovation énergétique dans le même temps. J'y Pardon. viens, justement, j'y viens. Il y a un seul moment où on a réussi à baisser les consommations de 15%, c'est en 2022, quand on a demandé aux Français, quand il y avait les risques de blackout et les problèmes de corrosion sous contrainte des centrales nucléaires, de faire attention, de mettre des pulls et de limiter la température de chauffage à 19 degrés. C'est le seul moment où on a baissé de manière significative et de manière quasi instantanée les consommations d'énergie. On Alors peut ça faire de veut la dire quoi? pénurie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amélioration de l'efficience des performances énergétiques des bâtiments, que ce soit d'ailleurs dans le secteur du neuf ou dans le secteur de la rénovation, ne sont pas uniquement liées à la technique. C'est aussi lié et surtout lié à des problèmes de comportement. Alors, dans mon livre, je raconte une anecdote que je vais vous partager. Euh, il y a une étude qui a été faite en 2021, qui est sortie, je crois, en 2021, par l'Université de Cambridge, qui a testé 55 000 logements sur les consommations d'énergie avant et après travaux de rénovation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est qu'après travaux de rénovation énergétique, la consommation d'énergie baissait brutalement, donc il y avait un vrai effet, un vrai gain, et que entre 2 et 4 ans après les travaux, la consommation revenait à celle qu'elle était au point de départ. Alors ils ont cherché, ils ont dit, mais est-ce que c'est un problème de matériaux qui vieillissent mal? Est-ce que c'est les travaux qui ont été mal faits? Enfin, ils ont vraiment cherché. Et ils se sont aperçus tout simplement que les habitants qui avaient souffert du froid avant rénovation énergétique et qui étaient limités par leur budget d'énergie, se sont aperçus qu'après travaux, pour un budget équivalent, ils pouvaient augmenter leur confort. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est un problème comportemental. C'est quelque chose qui a été découvert par William Stanley en 1860 avec la machine à vapeur. Il s'est aperçu que malgré l'amélioration de l'efficience des machines à vapeur, on augmentait la La consommation de consommation de charbon. charbon. Bah, c'était tout simplement parce qu'avec moins, on pouvait produire plus et donc gagner plus d'argent. Et donc, Et ça a un l'effet effet de rebond. rebond existe dans tous les domaines, que ce soit celui de Exactement. l'éclairage, que ce soit celui, Exactement. bien sûr. Alors, on a l'effet rebond direct, donc ça, c'est quelque chose qu'on mesure directement, puis on a les effets rebond également indirects qui sont liés à ce phénomène-là. Donc,
Depuis 1974, date de première édition de la première réglementation thermique, à la suite du choc pétrolier, la France s'est aperçue que l'énergie était un enjeu, et notamment dans la consommation des bâtiments. Donc on a sorti toute une ribambelle de réglementations thermiques, jusqu'à la dernière, la RE 2020, qui est de plus en plus restrictive sur la partie construction neuve, puisque ces réglementations ne concernent que la construction neuve. Et on a les efforts conjugués sur la rénovation énergétique. Malgré tout cela, on ne baisse pas nos consommations. Et moi, je me suis particulièrement intéressé à la rénovation et je me suis posé des vraies questions. Et c'est là où j'ai compris qu'on abordait les choses de la mauvaise manière, et notamment en finançant ce qu'on appelle les monogestes de rénovation, ce qui consiste à dire on va financer par exemple l'isolation des combles à 1 euro, on va faire une super promo sur les fenêtres, ou on va faire une super promo pour changer la pompe à C'est-à-dire qu'on ne chaleur. fait pas une stratégie d'ensemble. Non. On fait, et du coup, en fait, on fait un barrage de castor. C'est-à-dire, je ne sais pas si l'image est bonne, vous me dites si elle n'est pas bonne, mais on bouche un trou d'un côté et on ne bouge pas celui de l'autre. Et donc, le résultat, c'est que le barrage ne tient pas non plus. C'est exactement ça. Alors les bâtiments, en fait, un bâtiment, c'est un écosystème. Quand on agit sur un paramètre, on agit sur l'autre. Et donc, du coup, si on n'aborde pas les choses de manière globale, notamment sur un paramètre qui est vraiment très important, c'est le paramètre de l'étanchéité à l'air. On n'en parle pas. On parle de changer les fenêtres, on parle de l'isolation, mais on ne parle pas de l'étanchéité à l'air. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un bâtiment, quand il y a des différences de température entre l'intérieur et l'extérieur, il y a un phénomène de dépression qui se crée. La nature n'aimant pas ces différences de pression, l'air chaud intérieur étant plus dilaté va vouloir sortir. Donc, c'est l'inverse l'été. C'est pour ça que l'été, on se protège de la chaleur, et l'hiver, on essaye de conserver la chaleur. Donc, la langue française est quand même plutôt bien faite. Pour nos anciens, ils avaient déjà ces notions-là. Et donc, l'air chaud qui est plus dilaté Et donc, pousse... l'étanchéité dans les deux cas est importante pour Exactement. préserver la fraîcheur à l'intérieur Exactement. quand c'est l'été, ou en Exactement. revanche pour préserver la chaleur. Exactement. Et c'est un paramètre qu'on ne mesure pas quand on fait nos rénovations énergétiques. On le fait maintenant dans les nouvelles réglementations, dans la RE 2020 par exemple, il y a un paramètre d'étanchéité à l'air. Donc on fait des tests à la fin des travaux pour mesurer ce paramètre-là et obtenir le label s'il y a un label. Mais dans les rénovations, on ne mesure pas avant et après l'étanchéité à l'air. Donc ce qui fait qu'on peut très bien changer nos fenêtres pour améliorer les performances, mais si l'étanchéité à l'air n'est pas respectée, et l'étanchéité à l'air passe partout, l'air passe partout, et notamment dans les prises, on ne se rend pas compte que la majorité de l'air s'échappe par tous les orifices possibles et inimaginables, donc l'air chaud s'évacue, s'échappe du bâtiment. Donc ça c'est un paramètre qui est assez incroyable. Donc vous voyez, il y a le problème comportemental, qu'on n'aborde pas dans le débat collectif. Il y a le problème de l'étanchéité à l'air, qui est un paramètre qui est très important dans le cadre d'une rénovation. Et on s'aperçoit bien, quand on connaît ce paramètre-là, que si on n'aborde pas les choses de manière globale, on a un problème, parce qu'on change la fenêtre, mais si on ne traite pas l'étanchéité sur le reste, si on traite l'isolation, mais si on ne fait pas le lien entre la fenêtre et l'isolation, on a un problème. Et donc, il y a des études qui sont sorties, notamment l'ADEME, qui a fait un gros travail pour développer ce qu'on appelle les rénovations globales et performantes, qui permettent notamment d'avoir un niveau... L'ADEME, c'est l'Agence publique de transition Exactement. énergétique. Qui a fait des études tout à fait intéressantes sur le sujet, et qui ont découvert qu'il fallait, pour avoir des rénovations qui soient performantes, limiter le nombre de phases, limiter le nombre d'interventions des artisans et des corps de métier pour gérer les interfaces entre les métiers. Mais le problème, on peut peut-être commencer sur le plan pratique par cet aspect-là. Il faut avoir un interlocuteur donc, qui maîtrise Oui. le problème en général, ce que vous Oui. venez d'expliquer. Je ne suis pas sûr qu'il en existe beaucoup. C'est-à-dire que vous avez différents corps de métier qui ont leur spécialité, Oui. mais est-ce que vous avez suffisamment d'artisans ou d'entreprises qui ont une vision générale pour définir une stratégie efficace et pas boucher des trous ou faire finalement des travaux qui peuvent être coûteux et qui ont une efficacité très limitée? Alors, au commencement de tout, avant les artisans, il y a les concepteurs. Donc, que ce soit les bureaux d'études, ou que ce soit les architectes. Là, il y a un problème de fond qui est un problème réglementaire. En fait, la dernière réglementation thermique dans l'existant date de 2007. Alors, les valeurs ont été révisées en 2017 par un arrêté, mais on va dire qu'aujourd'hui, les rénovations sont conçues réglementairement comme elles étaient conçues en 2007, donc elles ne répondent plus aux enjeux. Donc il y a beaucoup de professionnels, dont je fais partie, qui réclament que la dernière RE 2020, qui concerne la construction neuve, soit adaptée pour qu'on puisse sortir une nouvelle réglementation pour tenir compte de tous ces paramètres dans le cadre de la rénovation. Donc ça donnerait des outils réglementaires, mais aussi des outils de calcul. D'autant plus essentiel que, vu le rythme de construction en France, on n'est pas prêt de renouveler le parc avec du neuf avant de très nombreuses décennies. Et là, vous mettez le point sur quelque chose de très important, c'est qu'à l'horizon 2050, il faut comprendre que 90% du parc immobilier, il est déjà construit.
Alors, beaucoup disent oui, mais il faut construire neuf dans les zones tendues. Mais en fait, quand on regarde démographiquement parlant, les choses sont un petit peu tronquées. C'est-à-dire qu'on a des constructions neuves, on a un immobilier qui a été stimulé par des aides, par exemple comme la loi Pinel. Donc c'est un marché d'investisseurs, mais qui ne répond pas forcément à une demande en logement. D'accord, on a aussi stimulé ça avec le logement social. Hein. Mais en réalité, quand on regarde démographiquement, on va passer de 65 millions d'habitants aujourd'hui à 72 en 2050. Et quand on regarde les chiffres, en 2022, on a eu un delta de 265 000 logements neufs entre les démolitions, delta entre démolition et construction neuve. Donc si on continue à construire sur ce rythme jusqu'en 2050, on aura construit 11 millions de logements pour seulement 7 millions de personnes en plus. Ouais. Donc quand on prend un ratio d'un habitant 80 par logement, on s'aperçoit qu'on est très au-dessus. Donc on ne va pas pouvoir continuer à construire neuf. Donc ça, c'est première raison démographique. Deuxième raison, c'est aussi la réglementation au niveau de l'artificialisation des sols qui est en train de se renforcer. L'horizon 2050... Qui limite les possibilités. Exactement. Donc les assiettes foncières vont complètement disparaître d'ici à 25 ans. Donc on aura la seule solution, c'est soit on rase, on reconstruit neuf, soit tout simplement on rénove. Et la rénovation, à mon sens, va devenir un standard. La rénovation va devenir un standard. En plus, avec des investissements nécessaires quand même plus faibles, évidemment, que la construction. Rénovation et surélévation aussi, notamment dans les centres, les hypercentres. D'ailleurs, il faut savoir que 20% de l'immobilier à Paris a déjà été surélevé dans l'histoire. Hein. On a rajouté des étages. Exactement, un étage. Des fois, on a les étages de Bonne et tout ça qui se sont rajoutés sur des constructions. Sur les bâtiments haussmanniens. Exactement, qui étaient déjà construits. Et le standard de l'époque, d'ailleurs, le standard de Haussmann, c'était les 6 niveaux. Hein. C'est-à-dire, on avait le rez-de-chaussée, puis on avait 5 niveaux et le niveau chambre de bonne. Et c'est quelque chose, c'est une matrice que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de villes de France maintenant. Voilà. Et on va dire la solidité des fondations le permettait sans problème. Oui, surtout Paris, on a un sol qui est calcaire, hein, donc on arrive très largement à s'appuyer dessus. Donc non, les anciens se posaient sur le bon sol sans trop se poser de questions. Voilà. Donc on revient aux raisons pour lesquelles on va dire la rénovation énergétique n'est pas toujours menée comme il faudrait. Donc vous expliquez qu'il y a un problème de réglementation, pardon. Oui. Et ensuite, il y a un problème d'information. Oui. Donc, comment voyez-vous les choses pour que, on va dire, les gens qui veulent entreprendre des travaux, qui ont besoin d'entreprendre des travaux, parce que la réglementation peut les empêcher de louer ou de vendre des logements dans certaines conditions. Comment faire pour que l'information qui circule soit une information de qualité? Parce que c'est aussi ça le problème. Alors, et qu'il n'y ait pas un certain nombre d'arnaques. Hein, je crois que c'était les pompes à chaleur à 1 euro, ce genre de choses. Ouais. Alors, en fait, déjà, pour que tout le monde comprenne, il faut comprendre le contexte. En dehors d'acheter votre livre, évidemment. Oui, voilà. Alors, la meilleure information, c'est votre livre. C'est le livre parce que du coup, pour le coup, j'explique vraiment la méthode qu'il faut appliquer. Donc, c'est quelque chose de disponible de suite, rapidement. Enfin, il y a des valeurs, tout le monde peut s'en servir comme un guide, finalement. Mais d'abord, il faut comprendre le contexte. C'est les éditions Jikji. Jikji. Voilà. J-I-K-J. Le contexte est le suivant. Sur les interdictions de location, il y a une loi qui est passée. Ils veulent éradiquer les 3 dernières étiquettes du fameux DPE qui définit des étiquettes énergétiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que diagnostic de performance énergétique. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on dit dans les médias, il n'y a pas que 7 millions de passoires thermiques. En fait, il y en a 15. Les 3 dernières étiquettes représentent 15 millions de logements, c'est-à-dire 40% du parc immobilier. Okay. Les 7 millions, en fait, ce sont ce qu'ils appellent, en fait, ils ont joué sur les mots, les vrais passoires thermiques, ce sont que les 2 dernières étiquettes, E, F et G. Bon. En réalité, si on englobe le E, l'étiquette E, qui va être interdite la dernière en 2034, c'est 15 millions de logements. Ça veut dire que d'ici à 2034, en 10 ans, il faut qu'on rénove 40% du parc immobilier. Donc ça, c'est la première information importante. En janvier 2025, c'est 2,5 millions de logements qui seront impactés par cette interdiction de location. Ce qu'il faut minorer aussi, c'est que dans ces 2,5 millions, il n'y a que 400 000 résidences principales. D'accord ? Donc en fait, tout le reste, c'est majoritairement des résidences secondaires qui souffrent de ces étiquettes énergétiques. Mais le point de départ de tout, c'est non seulement la réglementation, c'est la loi de transition énergie de 2015 qui fixe un objectif d'avoir un parc immobilier à 2050 qui est à une consommation de 80 kWh par mètre carré par an, donc qui vise l'étiquette B du diagnostic de performance énergétique. Et l'Europe va plus loin
puisqu'elle nous impose d'avoir un parc zéro émission en 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il faut faire des travaux de rénovation pour atteindre l'étiquette B, mais en plus, il faut rajouter des énergies renouvelables pour viser l'autoconsommation et le zéro énergie. Donc moi, je suis parti de là. Et je me dis, finalement, comment on peut arriver à un tel chantier, sachant que, en fait, d'ici à 2050, aujourd'hui, l'étiquette A, B, ça représente à peu près que simplement 10% du parc immobilier. Donc il y a 90% qu'il va falloir rénover de manière Plus ou globale moins importante. et performante avec la méthode que j'explique dans le livre. 90% des logements, ça fait combien ça, Ça en fait millions 34 millions de logements. Donc, si on y met des chiffres, en face pour que vraiment tout le monde puisse comprendre l'impact, c'est qu'une rénovation globale et performante, pour atteindre ces niveaux d'exigence, on peut rénover, changer d'étiquette, changer sa pompe à chaleur, changer ses fenêtres. On peut rester dans ce schéma-là, mais pour atteindre les performances demandées par la réglementation et par l'Europe, il faut faire des rénovations globales et performantes. Ça coûte à peu près 60 000 euros par logement. Donc si on fait les 34 chiffres, millions par 60 000. voilà. Donc ça représente 90 milliards d'investissements annuels jusqu'en 2050. Impossible. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, si on transforme ça en nombre d'ouvriers, donc il y a un ratio assez intéressant dans le bâtiment, on sait qu'à peu près un ouvrier c'est 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, en moyenne. Les peintres un peu moins, un peu plus les plombiers parce qu'il y a de l'appareil, il y a de la PAC et tout ça, mais enfin en moyenne, on dit en bâtiment, un ouvrier c'est à peu près 15 000 euros de chiffre d'affaires. Si on transfère ça, on aurait besoin, là, en instantané, de 450 000 emplois complémentaires pour pouvoir couvrir le besoin en main-d'œuvre pour faire ces travaux-là. Pour dépenser, entre guillemets, les 90 milliards Exactement. Par an. Sans compter, ça, c'est l'emploi direct, c'est-à-dire la main-d'œuvre pour faire les travaux. Mais après, derrière, les matériaux, les équipements, il y a les transports. exactement l'approvisionnement, l'industrie, c'est toute une organisation d'un pays. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est face au chantier du millénaire. C'est peut-être même un chantier équivalent à celui des pyramides en termes de, par rapport à la technologie que l'on a aujourd'hui, si on compare toutes choses égales. Et j'aime bien aussi provoquer ça pour que les gens prennent conscience en fait de ce que ça représente. En fait, 80 milliards de travaux par an, c'est 6 milliards et demi par mois. Enfin, c'est colossal. C'est 450 000 ouvriers. C'est vraiment une fourmilière qu'il faudrait pour rénover l'ensemble de notre parc immobilier. Donc là-dedans, finalement, on s'aperçoit quand on met ça en perspective par rapport aux politiques publiques, aux aides de l'État, 5 milliards pour ma prime rénov en 2024. Ils ont raboté même 1 milliard parce qu'il y avait un problème de croissance, donc ils ont enlevé encore 1 milliard en début d'année. On ne connaît pas encore tout à fait le détail du budget 2025, mais on peut imaginer que ça ne va pas augmenter, ça c'est sûr. Sans compter que ma prime rénov, le dispositif change tous les 4 mois en moyenne depuis sa date de création. Et qu'il y a des vrais problèmes avec la DPE. Exactement. Donc le DPE, le fameux DPE de performance énergétique, qui donne des résultats aléatoires. Donc si on va dire le thermomètre donne pas exactement la bonne température. Exactement. Il y a eu des tests qui ont été faits, je crois que c'est par le magazine Que Choisir. UFC Que Choisir, tout à fait. Voilà, septembre 2021. L'association tout à fait. Qui, donc, pour le même logement, a fait passer plusieurs professionnels et le résultat du DPE n'était pas le même. 2 étiquettes d'écart. Voilà, au plus. Il y a même un logement, enfin une maison sur lequel un coup il a une étiquette E et l'autre un coup il a une étiquette B. Donc en fait avec ça, on ne sait pas. Alors sur le sujet du DPE d'ailleurs, il y a un point très important aussi à savoir que j'aimerais vous partager, c'est qu'aujourd'hui les DPE actuels ne tiennent pas compte des caractéristiques des bâtiments anciens. Alors les bâtiments anciens, ils ont une vertu, c'est qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, donc on se donne la cote, en fait, on définit un bâtiment ancien pour tous les bâtiments construits avant 1948. En réalité, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a lancé l'industrialisation massive du logement, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, la France s'est dévastée. On a lancé le plan de reconstruction de la France avec un objectif de 240 000 logements par an. Bref, on a industrialisé l'acte de construire, quelle que soit d'ailleurs la région. Mais avant cette période-là, il y avait de l'individuel. C'était spécificité régionale. C'est-à-dire on ne construisait pas de la même manière en Alsace, dans le sud de la France ou en Bretagne. Et on utilisait... Ce qui est logique d'ailleurs, puisque la météorologie n'est pas la même, par exemple. Exactement. Donc, nos bâtiments anciens étaient constitués de pierre, de bois, un peu de métal à partir de 1860, et donc c'était des matériaux naturels. Eh bien, il y a une étude qui a été faite en 2010, c'est le projet Battant, qui a en fait qui a tenté de modéliser les bâtiments anciens. Et ils se sont aperçus que, en moyenne nationale, un bâtiment ancien consomme 157 kWh par mètre carré par an. C'est-à-dire que c'est à peine l'étiquette D. On est presque au C. Donc majoritairement en France, les bâtiments anciens ne sont pas considérés comme des passoires thermiques. Parce que la qualité de construction est relativement bonne, en tout cas pour ceux... Alors,
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une corrélation entre l'humidité, c'est-à-dire que les murs en pierre respirent. On appelle ça le phénomène de perspirance. Donc, il y a des transferts d'humidité. En fait, on a des bâtiments qui sont ce qu'on appelle maintenant bioclimatisme, qui ferait rire d'ailleurs nos anciens, parce que si on parle de bioclimatisme, mais par exemple, nos anciens, quand ils construisaient une maison, ils l'orientaient d'une certaine manière. Dans le sud de la France, on réduisait les tailles de fenêtres pour éviter les surchauffes en été. On orientait les pièces de certaines manières. Enfin, on avait un lien du bâtiment avec son environnement. On créait des barrières végétales avec des haies qui restaient feuilletées toute l'année Alors, pour je vais protéger les sans vents du doute nord. vous dire une bêtise, mais donc entre guillemets, les murs qui respirent, Oui, parce qu'ils sont avec des matériaux naturels, oui. et l'étanchéité à l'air, il n'y a pas une contradiction? Mais il y a une contradiction parce que précisément, les réglementations actuelles et le fameux DTE ne tiennent pas compte de ça dans les modélisations. Donc en fait, D'accord. on rénove les bâtiments anciens comme on rénove un bâtiment qui a été construit dans les années 90 en béton. Il n'y a pas de différence d'écart. On ne profite pas du fait Exactement. qu'ils utilisent des matériaux qui sont, entre guillemets, Exactement. plus performants Exactement. ou Et plus d'ailleurs, il y a la Fédération des diagnostiqueurs qui avait lancé un appel en juin 2023, je crois, avait envoyé un courrier ouvert en demandant, en réclamant qu'on aille au bout de ce donc le projet modèle est battant. mauvais. Le modèle est mauvais. Et quand on regarde les chiffres, 30% du bâti en France a été construit avant 1948. Donc 30% du patrimoine français, 30% des bâtiments à rénover sont directement des bâtiments anciens. Et donc, on s'aperçoit là qu'on a quand même intérêt à aller au bout des sujets et à prendre les choses par le bon bout. Alors, le seul modèle de calcul qui permet de le faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les simulations thermiques dynamiques. Donc, c'est des logiciels qui sont assez complexes, où il faut modéliser les bâtiments, rentrer les matériaux, les épaisseurs de murs et ainsi de suite, qui prend du temps, qui coûte extrêmement cher. Et donc, on ne peut pas industrialiser comme on industrialise le fameux DPE. Ça veut dire qu'il faudrait ce que vous expliquiez il y a quelques minutes, un DPE qui soit adapté aux bâtiments Exactement. construits Exactement. avant Avant, 1948. avec des préconisations de renforcement thermique. Par exemple, sur certains vieux châteaux, j'ai eu l'occasion de rénover des châteaux, on ne va pas rénover l'intérieur comme on rénove un appartement en plein centre de Paris. Donc, on fait de la correction thermique, ce qu'on appelle de la correction thermique. Donc, on fait des enduits mélangés avec de la chaux, du chanvre pour apporter un peu plus de confort thermique, mais on laisse quand même le bâtiment respirer. Vous n'allez pas le couvrir Non, on ne va pas le couvrir de couvrir les placo. murs. Voilà, des placos avec de la laine de verre, enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Voilà. Donc, on fait des choses qui sont un peu déraisonnées. Voilà. Alors, maintenant, on va se mettre à la place, si vous en êtes d'accord, Hum. de la personne qui doit rénover son logement. Est-ce qu'on peut quand même établir des priorités? Oui. Quelle doit être la logique de sa démarche? Alors, numéro un, il faut savoir qu'à peu près 70% des déperditions thermiques sont liées à deux postes, l'isolation et les fenêtres. Donc déjà, quand on isole correctement, quand on change ses fenêtres, on a couvert 70%. Quand on dit isoler, c'est Donc, pas isolation, c'est le toit et les murs, les murs et le sol. le sol. Si aussi on est dans une maison, on a également le sol à couvrir. Donc ça couvre à peu près 70% de la demande. Alors, de manière très simple, sur le choix de l'isolation, vous avez deux parties. Soit l'isolation issue de l'industrie pétrochimique, donc laine de verre, laine de roche, ainsi de suite, qui offre de très bonnes polyuréthane aussi, qui offre de très bonnes conductivités thermiques. Donc à épaisseur équivalente, ils ont des performances plus importantes. Soit les matériaux biosourcés. Traditionnel, entre Exactement, notamment le chanvre, puisque le chanvre en plus est insensible aux insectes. Donc la laine de chanvre est particulièrement guillemets. adaptée. Il existe aussi, je crois, alors je me dis, la laine de bois. La laine de bois Qui est aussi, tout biosourcée, à c'est fait. peut-être moins bien que le chanvre. Alors, moins bien, c'est-à-dire Parce que que dans mes souvenirs, elle est un peu moins coûteuse, mais je me trompe peut-être. voilà, mais le bois avec le temps, bon, on n'est pas franchement certain des traitements qui sont donnés au bois, et donc on peut se retrouver peut-être d'ici 10 ou 15 ans Avec des termites. voilà, bon, enfin, peut-être pas des termites, mais en tout cas des petites bêtes qui viennent manger le bois. Le chanvre, il est totalement insensible, il est fongicide, donc il est totalement insensible aux insectes. Et surtout, la particularité du chanvre, c'est que ça a une vertu écologique, dans le sens où le chanvre réclame 70% d'eau en moins que le coton, c'est une récolte tous les 4 mois, c'est la plante qui donne le plus de biomasse sur la planète, et c'est un capteur de carbone. Donc en développant la culture du chanvre, on travaille aussi pour le climat. À la fois, c'est bon pour les bâtiments et c'est bon Ouais. pour l'empreinte. Donc, parenthèse faite, la vertu aussi des matériaux biosourcés, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend de la région dans laquelle vous habitez. Exemple, j'habite dans le sud-est de la France, on est souvent confronté aux fameuses canicules.
Le chanvre offre un déphasage de température. Concrètement, quand une maison est exposée au soleil de manière intensive, il va y avoir... Il conserve la température? Alors, il va y avoir en fait ce qu'on appelle le phénomène du point chaud. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le bâtiment ne résiste plus, il y a toute la chaleur de l'extérieur qui arrive à l'intérieur. Alors, classiquement, les points chauds arrivent plutôt en fin de journée, 19h, c'est-à-dire quand vraiment tout le bâtiment a stocké l'énergie, une restitution qui se fait à l'intérieur. Et la vertu des matériaux biosourcés, comme le chanvre, c'est que ça crée un déphasage. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à 19h, ça arrive 6 heures après. Donc en plein milieu de la nuit, en plein A moment, priori, quand il fait un peu plus frais. et qu'on ouvre les fenêtres pour aérer et donc déstocker la chaleur. Donc réellement, les matériaux biosourcés offrent cet avantage de créer ce Et déphasage. en revanche, la laine de verre restitue beaucoup plus rapidement. C'est Elle ça, restitue beaucoup plus rapidement. Les matériaux entre guillemets, Exactement. synthétiques. C'est pas Elle tant va que permettre c'est d'avoir une épaisseur d'isolant moins importante que le chanvre pour avoir une résistance thermique équivalente, parce que la conductivité thermique de la laine de verre est moins importante que celle du chanvre, donc ça permet de réduire mais les elle va épaisseurs. stocker moins longtemps. Mais elle va stocker moins longtemps, exactement. Donc, premier poste, c'est l'isolation. Pour l'isolation, on va se dire, ok, mais quelle épaisseur d'isolant? Donc ça, c'est ce que j'explique dans mon livre. Il y a un J'ai tableau vu qui est qu'il y a des tableaux qui Voilà, j'ai fait un tableau et j'ai dit, voilà, performance en fonction pour les de- murs, vous prenez telle épaisseur. Enfin voilà, j'ai mâché un petit peu le travail. Bon, c'est des choses qu'on peut retrouver en cherchant sur Internet, mais enfin, on va dire que le néophyte qui veut, qui veut rénover sa maison, il faut qu'il ait des informations assez classiques. Ensuite, on a les fenêtres. Les fenêtres, encore une fois, on a le choix entre le PVC, on a le choix entre le bois, on a le choix entre l'aluminium. Bon, l'aluminium, très mauvaise idée, puisque le métal est plus conducteur de chaleur que le bois. D'ailleurs, il y a une expérience très facile à faire. Vous prenez un bout de bois, un bout de métal l'hiver, quand il y a 50 cm de neige devant chez vous, enfin, pour les gens qui ont de la neige l'hiver, vous plantez le bois, vous plantez le métal, vous le sortez le matin, le métal est gelé, le bois non. Le bois ne transmet pas la chaleur. Donc, c'est le meilleur conducteur de chaleur. Donc, des fenêtres au bois, et particulièrement dans l'ancien, pour respecter le cachet, c'est idéal. Et puis après, PVC, c'est quoi comme conducteur de chaleur? ça, alors, c'est un peu moins performant que le bois, mais ça reste quand même des matériaux qui sont très, très performants. Alors, l'aluminium, aujourd'hui, on y ajoute des rupteurs de pont thermique et tout ça et tout, mais ça reste quand même 2 fois moins performant que le bois et le PVC. Le PVC, après, ça dépend aussi Oui, c'est pas biosourcé, c'est moins noble, c'est fait. Voilà, et puis ça dépend aussi des pétrole. budgets. Oui, bien sûr. Ça dépend du prix du PVC au moment où on achète les fenêtres. Enfin, il y a plein de paramètres. Bien Encore sûr, une fois, il ne bien faut sûr. pas non plus culpabiliser les gens en disant non, il faut absolument du bois et tout ça. Non, ça Oui, parce que dépend. par exemple, avec la laine de chanvre, c'est bien plus cher que les autres Exactement, matériaux. exactement. Donc, moi, ce que je préconise, c'est l'isolation plutôt chanvre, les murs, les plafonds. Quand vous êtes dans une maison, traiter les ponts thermiques, ça c'est très important. Alors, il y a des petites astuces. C'est quoi les ponts thermiques? Alors, les ponts thermiques, par exemple, si vous achetez un appartement dans Paris et que vous voulez isoler, c'est un bâtiment ancien. Donc, en fait, on a la façade et on a le plancher qui est connecté à la façade. Mais l'isolant, quand vous allez isoler par l'intérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poser l'isolant du plancher au plafond. Eh bien, l'espace de la dalle qui est connectée à la façade n'est pas isolé. Et donc, en fait, il y a des déperditions thermiques qui sont accentuées avec un phénomène d'accélération par cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle les ponts thermiques. Et donc ça veut dire que quand, par exemple, vous arrivez au bord d'une fenêtre, quand vous ouvrez la fenêtre, le sol est plus froid devant la fenêtre qu'il n'est au milieu de la pièce. Voilà. Et donc, on a des pertes de chaleur qui sont très importantes. Et pour atteindre les niveaux de performance demandés par l'Europe et demandés par la France à l'horizon 2050, tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'il faut évidemment traiter. On peut avoir une maison qui est très performante et si on ne traite pas les ponts thermiques, c'est compliqué. C'est une des raisons pour laquelle, si on le peut, l'isolation par l'extérieur est plus performante puisque, pour le coup, on couvre toute la façade et on couvre forcément ces points singuliers au niveau des jonctions de plancher à dalle. Voilà. Donc déjà, ces 2 postes à faire dans son ensemble, c'est-à-dire que s'il y a un choix... Donc ça limite les ponts thermiques, le fait de couvrir l'extérieur du Exactement. du bâtiment. Ouais, ça c'est... Alors après, il y a si vous avez des maisons en pierre, ou si vous êtes dans des zones où c'est protégé par les architectes des bâtiments de France et tout ça, sur des bâtiments anciens, vous aurez un peu plus de difficultés. Ou alors il y a peut-être des enduits qui permettent, je ne sais pas. Alors, il y a des enduits, qui sont pas, qui en termes esthétiques n'ont pas d'impact. Ouais, alors par exemple, moi j'ai des petites astuces devant les fenêtres. Généralement, on a un renfoncement dans les maisons anciennes, c'est-à-dire que comme les murs étaient de 70 cm d'épaisseur, on a les fenêtres qui sont posées au milieu avec un mur qui est moins épais. Et bien devant le mur, je crée comme une marche, un escalier que je bourre de laine pour pouvoir, sur une bande de 1 mètre à peu près, avoir l'isolation du plancher. Ça limite énormément les ponts thermiques. Donc après, en fonction de la bâtisse, on arrive toujours à trouver des astuces. Ce qui est très important à comprendre, c'est que pour que ce soit performant, il faut que ce soit traité en même temps. Pourquoi? Parce que si je change mes fenêtres et que je viens faire l'isolation dans 2 ans,
le poseur des fenêtres n'aura pas prévu que l'isolation revient pour couvrir en fait l'ensemble du tableau des fenêtres. Donc il faut vraiment traiter ces postes-là ensemble. Sinon, on a un problème, on crée des ponts thermiques. On crée des problèmes de jonction entre les On en différents. revient à la question du départ, qu'il faut avoir une vision d'ensemble de ce qu'on fait. Exactement, l'écosystème. Alors, une fois qu'on a traité ça, le troisième poste important à traiter en même temps, donc ça, ces 3 postes sont à traiter en même temps, c'est la ventilation. Pourquoi? Parce que les fenêtres sont posées avec les standards actuels, donc c'est-à-dire avec une étanchéité qui est quasi parfaite à l'air. Et donc, si ça ne respire plus à l'intérieur, si vous ne faites pas respirer votre bâtiment, qu'est-ce qui se passe? L'humidité qui est à l'intérieur du Va y bâtiment rester. va y rester et ça va se stocker sur les points froids. Et donc, vous allez avoir l'apparition de champignons et de moisissures sur les pieds de mur, généralement, au-dessus des plaintes, parce que c'est à l'endroit justement où c'est le plus froid. Donc il faut ventiler pour renouveler l'air, à la fois pour les problèmes d'humidité, mais aussi pour avoir Oui, une c'est-à-dire que si hygiène de vous l'air. couvrez, je comprends peut-être pas bien, mais si vous couvrez en gros les matériaux qui respirent pour un certain nombre d'entre eux, ils ne respirent plus. Exactement. C'est-à-dire que le bâtiment ancien ne respire plus. D'ailleurs, nos anciens, ils posaient des fenêtres. Pour que j'ai acheté ma vieille auberge, il y avait des fenêtres de l'époque et il y avait une lame d'air de 2 mm en dessous. C'est-à-dire qu'ils faisaient de la ventilation naturelle. Ils avaient compris ces phénomènes de convection entre l'intérieur et l'extérieur et donc ils créaient des mouvements de renouvellement tout à fait naturellement. Donc pour le particulier d'aujourd'hui, qui doit changer, qui doit faire des travaux de rénovation, isolation, fenêtre, ventilation, ces 3 postes-là sont à faire en priorité, avant même le système de chauffage. Voilà. Alors, une raison pour laquelle on finit toujours par le système de chauffage, c'est que aujourd'hui, généralement, on va poser des pompes à chaleur. Le problème de la pompe à chaleur, c'est que si vous la posez avant de faire l'isolation, vous allez donc surdimensionner votre pompe à chaleur pour couvrir les besoins en chaud que vous avez dans un bâtiment Donc qui n'est après, pas il y aura une isolé. partie de l'investissement une fois que c'est isolé, qui sera inutile. Et pire que ça, c'est que en plus, la pompe à chaleur qui fonctionne à bas régime s'use plus vite. Donc, au lieu d'avoir une durée de vie de matériel de 20 ans, au bout de 10 ans, vous allez devoir changer votre pompe à chaleur. Et d'ailleurs, moi, je recommande fortement de dimensionner, de sous-dimensionner la pompe à chaleur. C'est-à-dire de la sous-dimensionner pour couvrir uniquement 80% de chaud et d'avoir un chauffage d'appoint pour les périodes de grand froid. Surtout dans nos latitudes, en fait, on est quand même dans des températures qui sont relativement agréables et douces, quelle que soit la région, les régions de France, avec des régions qui sont un peu plus froides. Mais si on couvre uniquement 80% du besoin, bah, on a une pompe à chaleur qui fonctionne à plein régime tout le temps, donc un matériel qui va durer un peu plus dans le temps. Et pour les périodes de grand froid, bah, on allume des radiateurs classiquement pour couvrir le besoin en chaud complémentaire. Et ça permet de sous-dimensionner la pompe à chaleur, donc de faire des économies évidemment à l'investissement et d'avoir un matériel qui dure le plus longtemps possible dans le temps. Sachant qu'en plus, la pompe à chaleur, ça dépend de la météo, mais dans les endroits, il n'y en a pas beaucoup, mais où il fait assez froid, euh, l'efficacité à ce moment-là est très réduite. Alors ça dépend le type de pompe à chaleur que vous avez, c'est-à-dire que si c'est une pompe à chaleur à air, effectivement, à partir de moins 15 degrés de température extérieure, Oui, les calories, enfin, par définition, elles ne voilà. récupèrent pas. Oui. Mais si vous prenez si vous faites par exemple de la géothermie, Ah oui, si vous la avez des géothermie, sondes. Oui. exactement, à partir d'1,50 m de profondeur, on a des températures qui sont constantes entre 11 et 13 degrés. Et donc, on a les meilleures performances avec la géothermie thermique, pas dans l'eau. L'eau a un coefficient de performance un peu moins important que celui de la Terre, mais on a ce qu'on appelle le COP, le fameux COP, coefficient. Et on n'a pas besoin de descendre plus bas que 1,50 m, 2 mètres. Non, à partir d'1,50 m, la température est constante. Après, effectivement, il faut aller chercher. Vous avez un peu plus de calories, mais peut-être l'investissement est plus élevé, évidemment. Exactement. Si vous faites un forage. Il faut aller forer, de toute façon, il faut aller chercher en profondeur pour installer le circuit et récupérer les calories dans le sol. L'avantage aussi de la géothermie dans le sol, c'est que ça permet de couvrir les besoins en chaud, mais également en froid, pour rafraîchir la maison, puisque l'été... utiliser les calories pour exactement, l'été s'inverse, c'est-à-dire que quand il fait 35 degrés dehors, à 1,50 m, la Terre, elle a toujours la même température de 11 ou 13 degrés, donc on peut récupérer du froid pour... exactement. Alors maintenant, sur les systèmes de chauffage, peut-être. Donc, vous parliez des pompes à chaleur. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui présentent un intérêt ou finalement, alors, la législation donc, interdit les chaudières au fioul. Dans ce qui est le neuf, maintenant, on n'a plus le droit de chaudière au gaz, si j'ai bien compris. Ce qui veut dire que c'est pompe à chaleur et chaudière au bois. Il y a presque plus d'autres alternatives. Alors, il y a... on va dire que je parle pour de RO. Hein, ouais, alors le gaz, c'est pas chauffage central. C'est pas que c'est interdit, c'est que ça ne passe plus dans les calculs du modèle RE 2020. C'est-à-dire que pour obtenir les exigences de la RE 2020... On peut encore avoir des bâtiments neufs avec des chaudières à gaz. Oui. D'accord. Complètement, en fait, jusqu'en 2028. Mais bon, c'est vrai qu'à terme, ça va être complètement interdit. Donc ça, encore une fois, c'est progressif hein, dans la RE 2020. Mais il faut avoir un accès au gaz de ville.
et il faut avoir un accès au gaz de ville. Ce qui, dans les campagnes, et parfois n'existe pas. Ou la chaudière classique, c'est-à-dire on alimente une cuve au gaz. Mais enfin, dans les nouveaux programmes, effectivement, on va chercher plutôt du gaz de ville. Donc, oui, il y a le bois, la biomasse, très intéressant. C'est en plus durable. Si on a une bonne gestion des forêts, une bonne gestion de l'approvisionnement en bois, c'est sûr que si on va chercher le bois de l'autre côté de la planète, c'est un peu moins les De grades. l'autre côté de l'Europe, ce qui est plutôt notre cas maintenant. Enfin, c'est notre Ce histoire. qui est assez bizarre d'ailleurs, Ce qui est parce fou, compte tenu des forêts. en France, on a des forêts. Alors bizarrement, c'est assez marrant parce qu'on parle d'artificialisation des sols, mais il faut savoir que la forêt française progresse chaque année, Eh ben, ça, c'est le territoire, parce qu'il n'y a pas de gestion de forêt en Et France. elle n'est pas très bien exploitée. Elle n'est pas très en bien règle exploitée, générale, exactement. évidemment. Donc, comme on n'exploite plus nos forêts, bah, au final, la forêt progresse en France. C'est assez paradoxal comme démarche. Donc oui, il y a le bois, et puis les pompes à chaleur. Je pense que la pompe à chaleur qui est alimentée par de l'énergie électrique produite par nos centrales nucléaires, Elle est bas carbone. elle est plutôt bas carbone, et donc c'est plutôt une bonne démarche. Bonne démarche au niveau du chauffage. Maintenant, on peut peut-être avancer sur comment faire pour restaurer la confiance d'une partie des gens qui veulent rénover leurs bâtiments dans les différents métiers de la rénovation et vis-à-vis des artisans. C'est-à-dire que pour tout un tas de raisons, il y a un certain nombre de scandales, il y a un certain nombre de problèmes, il y a, comme dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses. En fait, les gens qui se lancent dans des travaux importants le font d'autant moins volontiers qu'ils ont la crainte de rencontrer des professionnels qui ne sont pas toujours extrêmement compétents. Alors, je sais que c'est compliqué pour vous qui travaillez avec les professionnels de rentrer dans ce sujet, mais comment on fait pour s'assurer, en gros, que son interlocuteur sait de quoi il parle? Alors là, effectivement, on touche le cœur du sujet, c'est-à-dire que la douleur majeure, parce que c'est un beau mot, oui, c'est le mot que je n'avais pas. Mais je rencontre effectivement des gens, et ce sont mes clients dans le quotidien. La douleur majeure, c'est de trouver la bonne entreprise. Bon. Alors c'est vrai qui respectera les devis, les délais et dont les résultats seront conformes à ce qu'on espérait. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de margoulins, il y a beaucoup d'arnaques, mais pas que. Il y a aussi des gens qui font leur métier. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Et effectivement, là-dedans, il faut détecter les choses. Et puis dans les clients, il y a ce qu'on appelle des mauvais coucheurs aussi, bien sûr. Exactement. Donc bon, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. On peut pas dire il y a que des arnaques, il y a que des mauvais artisans et ainsi de suite. Bon. Moi, ce que je pense, c'est que d'abord, l'idée de dire pour obtenir les aides, il faut passer par une entreprise RGE est une mauvaise idée. Puisqu'en fait, ils se sont aperçus que l'année dernière, il y a une baisse drastique des demandes des aides et une baisse drastique du nombre d'entreprises RGE. Homologuées RGE. Oui. Pourquoi? Parce que pour obtenir la certification RGE, c'est le parcours du combattant administratif. Ça c'est la spécialité française. Ça, c'est la spécialité française européenne. C'est-à-dire on est champion du monde pour tout ce qui est réglementation. Et donc, c'est des papiers à n'en plus finir, des dossiers à n'en plus finir. Et l'artisan, sa seule vertu, c'est d'être sur le chantier, de s'occuper de ses travaux. Et donc, il a énormément de difficultés pour obtenir ces aides. Et puis, il y a eu un autre effet, c'est l'effet Jeux Olympiques, où en fait les carnets de commandes des artisans étaient suffisamment pleins sans être obligés de faire leur renouvellement du label RGE pour pouvoir avoir des travaux. Et donc finalement, on a eu un essoufflement du nombre d'entreprises qui avaient ce label. C'est étonnant ce que vous me dites, parce que moi je croyais au contraire que la filière ou le secteur commençait à souffrir du fait qu'il y avait moins d'investissement. Mais il y a eu un effet Jeux Olympiques. Oui, il y a eu un effet Jeux Olympiques qui finalement, les entreprises pendant un certain nombre de mois avaient un carnet de commandes plein, et puis bon, la labellisation RGE est passée au travers. Non, là, moi, ce que je pense, alors je suis plutôt un avis plutôt très tranché sur le sujet, c'est que si on revient sur ce que je vous ai dit, 80 milliards d'investissements par an sur les 25 premières années, non, il faut qu'on ait un État fort, un maître d'ouvrage fort, qu'on centralise les décisions et qu'on lance un grand plan de rénovation de la France. Et pour moi, les investissements, si on veut éliminer la fraude, notamment, et les problèmes de compétences, il faut que ce soit sans condition de ressources. Voilà. Donc pour moi, je pense que l'enjeu de la rénovation est tel par rapport aux objectifs qui sont fixés par l'Europe. Si on fait un rétropédalage en disant demain, non, finalement, on s'en fout, on continue à consommer comme on consomme, la discussion est close. Mais si on veut garder ces objectifs et si on veut continuer à être le modèle
du monde, Il faut qu'on aide tout le monde. il faut qu'on aide tout le monde. Et ça doit être sans condition de ressources. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les aides sont données aux foyers très modestes, ce qui est totalement normal. Mais la famille moyenne, il n'a pas 50 000 ou 60 000 euros à dépenser pour rénover son appartement. Donc on va faire du pastiche, on va changer les fenêtres au gré des aides. Donc c'est une mauvaise démarche. Donc pour moi, l'enjeu est tellement tel, l'ampleur du chantier est tellement telle qu'il faut que ce soit fait de manière centralisée, par un État fort et par un investissement massif. Et ça veut dire quoi? Avec quoi? Alors, le problème, c'est que ça fait plus d'administration, mais avec un contrôle plus étroit des professionnels. Ça veut dire avec le développement d'une vraie industrie. Mhm. D'accord? Et quand on développe les industries, on arrive plus facilement à contrôler les qualités en bout de chaîne. Par exemple, on prend l'exemple de l'isolation thermique, le chanvre. Il faut savoir que la Corderie royale, en 1700 et quelques, le souverain avait créé la Corderie royale pour garder le monopole de Oui, mais on l'approvisionnement faisait du les chanvre. cordages des navires dans mes souvenirs. Cordage et les toiles des navires. En fait, le chanvre, c'est un matériau qui a été... Et comme on avait une flotte de guerre qui était importante, Exactement. il fallait, voilà, Exactement. il fallait beaucoup Donc, de chanvre. on savait faire. À cette époque-là, il y avait, je crois, de mémoire, 176 000 hectares de plantation de chanvre en France, qui a été réduit à peau de chagrin parce que finalement, le pétrole a tout remplacé. Hein. Les produits, le pétrole et ses produits dérivés ont tout remplacé. Donc, Oui, on les a, cordages ont été faits en synthétique. on a Et de toute façon, suffisamment la de marine à voile a surface disparu. agricole en France pour créer une vraie industrie du chanvre, créer une industrie d'isolation. Et avec ça, on traite 55% de nos problèmes de déperdition. Donc, en créant une industrie, en partant d'un point de vue régional et après en créant On des baisse les prix, on peut exporter, on donne du Exactement, travail, exactement, on réindustrialise, entre exactement. guillemets. Et on est vertueux d'un Beaucoup point de de vue vertus. environnemental. On a un impact, puisque quelle que soit l'activité humaine que l'on a, on va avoir un impact. Mais l'exemple des fenêtres, on a des forêts en France. Reprenons le contrôle des forêts, faisons une vraie gestion de nos forêts pour avoir du bois, pour pouvoir faire nos fenêtres. Donc on pourrait industrialiser de manière massive cette rénovation pour diminuer très largement les coûts, mais ça ne peut pas se faire à la petite semaine. C'est-à-dire, moi, propriétaire, je suis une famille très modeste, donc je vais En bénéficier fait, il des faut aller aides. parler au commissariat au plan. Ouais, C'est une vraie stratégie industrielle. exactement. Et moi, j'aime beaucoup citer l'exemple de Napoléon avec Haussmann, ce qui a transformé Paris. Napoléon est Napoléon III. voilà, qui était émerveillé par la capitale de Londres et qui est revenu à Paris en disant il faut qu'on fasse la même chose, il faut qu'on devienne la première capitale européenne. Ils ont lancé un grand plan de reconstruction. Alors, ça a fait désordre à l'époque parce qu'ils ont rasé Oui, des immeubles, ils ont des vieux exproprié, quartiers. enfin, il faut lire l'histoire de Haussmann. Il y a 3 volumes qui sont vraiment prodigieux sur la manière dont ils ont fait ce chantier-là. Mais je crois qu'il n'y a que cette solution-là, en fait. Il faut des hommes providentiels, des hommes clés placés à des endroits très stratégiques qui définissent un plan, comme on l'a fait pour le nucléaire français. Et je crois qu'on sous-estime largement l'ampleur du chantier et que tout ce que l'on fait sont des mesures, des effets d'annonce. Voilà, c'est pour dire on jette, on saupoudre, mais on ne prend pas l'ampleur du sujet parce que les gens n'ont pas la connaissance technique de ce que ça implique. Voilà. Donc il faut quelque chose d'équivalent au plan Mesmer de 1973, dans mes Oui, souvenirs, sur le nucléaire, oui, oui, qui a été une oui, mobilisation des moyens de l'État exactement. et des moyens techniques. De manière Et centralisée, en fait. Ils ont centralisé la décision. Il y a une équipe à effectif réduit qui ont réfléchi à ce plan-là. Et derrière, on a découlé une industrie. On est devenu numéro un dans le nucléaire. Bon, peut-être plus maintenant parce qu'on a très mais largement effectivement, déshabillé. en tout cas, on Mais maîtrisait on la était très technologie. à la pointe, même dans les projets de recherche, hein, malgré qu'on ait filmé Astrid ou Super Phoenix sur les cycles courts. Et on était à la pointe. Bon, C'est on vrai. a démantelé notre industrie nucléaire, mais on a eu la capacité à un moment de mobiliser un effort national pour des enjeux qui étaient des enjeux stratégiques. Donc si on considère aujourd'hui que la rénovation énergétique de nos bâtiments pour diminuer les consommations est un enjeu stratégique, ce qui peut s'entendre parce que le prix Pour de l'énergie... réindustrialiser le pays, éventuellement exporter Exactement, aussi les matériaux, le exactement, savoir-faire, exactement, électrotransformer. tout à fait. Et pour finalement être le modèle que l'on veut être pour le reste du monde, en disant, ben oui, ça peut marcher, mais pas Alors en fait, le commencer. problème, il est politique. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver un porte-parole, un lobby ou des gens pour vendre ça Oui, aux gouvernants. oui, oui, oui. Je pense qu'il est politique. Je pense que c'est aussi un problème alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais un problème de compétence. C'est-à-dire que si on ne connaît pas tous ces sujets-là dans le détail, c'est très compliqué pour un politique de prendre des décisions. Donc, Alors, en matière générale, dans l'énergie, c'est un gros problème. c'est un énorme sujet. Et puis surtout, il faut gommer toutes les idéologies
toutes les idées un peu populistes sur des sujets. Il faut regarder les choses de manière pragmatique. Il faut les regarder avec une vision d'ingénieur, c'est-à-dire avec des analyses de data, voilà, et lancer des choses qui soient pragmatiques. C'est une question d'efficacité technique et technologique, c'est pas une question ni morale ni politique. Et puis surtout, on garderait nos cerveaux, hein, notre matière grise, nos jeunesses qui s'exportent partout dans le monde. On les garderait sur le territoire, on recréerait, et puis c'est 450 000 emplois, avec tous les emplois dérivés par la création d'une industrie. Enfin, on parle de millions d'emplois et de la création de richesses sur notre territoire. Donc, vous voyez, en fait, le fait de traiter un problème, ce problème d'objectif de zéro émission de notre parc immobilier en 2050, avec ce problème, en découle tout un impact sur le territoire national. Mais il faut prendre l'ampleur du sujet et créer vraiment un plan. On a créé le plan de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut créer un plan de la rénovation de notre parc immobilier avec des objectifs clairs. D'ailleurs, on parle d'objectifs de 700 000 rénovations. C'est ce qu'avait donné... Annuel. Mais on en est à combien aujourd'hui? 70 000. 70 000 pas plus. Rénovation, je parle global. Hein. Je ne parle pas des monogestes de rénovation. Oui, des fenêtres. Et c'est un chiffre qui a baissé l'année dernière, notamment. Alors, je ne sais pas si c'est cause et effet avec les Jeux Olympiques, mais on a constaté une baisse des rénovations. Des problèmes de pouvoir d'achat ou des problèmes de DPE. Et puis les gens sont démoralisés. Pour obtenir les aides, c'est le parcours du combattant. C'est-à-dire si vous n'avez pas fait Bac+10 dans l'administration, c'est l'enfer, en fait, pour obtenir des aides. Voilà. Alors, on peut peut-être terminer là-dessus, mais on va terminer sur le côté optimiste, qui est le grand plan que vous préconisez de rénovation des logements et de rénovation des bâtiments, qui veut dire qui ouvre des perspectives intéressantes. Alors après, il faut convaincre, et financer. Et financer. Mais pour moi, c'est un investissement dans notre pays. Oui, patrimonial. C'est un investissement sur le patrimoine. Donc on va le retrouver sur plein de choses. Par exemple, en diminuant les consommations énergétiques dans le secteur résidentiel, on va augmenter le gap de l'énergie que l'on va pouvoir exporter parce qu'on va avoir un besoin moins important. Ou on va pouvoir couvrir des besoins qui vont se démultiplier, notamment avec les fameuses voitures électriques, parce qu'à un moment donné, on a pu penser qu'on allait baisser notre consommation d'électricité. En réalité, on va plutôt vers une augmentation de la baisse de consommation. Si on passe, on va dire, je ne sais pas quoi, moi, en moyenne d'un DPE D à un DPE A ou B, c'est quoi? Ça représente quoi? Un DPE, par exemple, la dernière étiquette, c'est 450 kWh par mètre carré par an. L'étiquette B, c'est du 80 kWh par mètre carré par an. Vous voyez la différence entre les deux, ça vous fait le gap en termes de consommation d'énergie. Donc, effectivement, le coût des travaux est plus important, parce que ça demande de faire tout en même temps, avec certaines dispositions que j'explique dans mon livre. Mais vous baissez la consommation vous baissez les consommations. Donc en fait, vous créez un investissement et vous récupérez finalement un passif déguisé, puisque vous consommez beaucoup moins d'énergie. Et ça, c'est valable à l'échelle du pays. Sachant que derrière, oui, il y a les objectifs de zéro émission du parc, mais il y a aussi d'autres questions qui sont une évidence, c'est que le prix de l'énergie va devenir de plus en plus cher, et surtout pour les Européens, notamment le prix du gaz. On est encore sous perfusion avec du gaz. On l'a vu avec les problèmes de la Russie. On a coupé les alimentations de gaz de l'Europe. Maintenant, on passe avec du GNL. On a déjà échangé sur un certain nombre d'inconvénients ou de problèmes. Et un coût écologique très important. Voire même d'empreinte générale. Exactement. Et donc, on est dépendant, en fait. Finalement, on se retrouve dépendant d'un certain nombre d'acteurs internationaux à l'échelle mondiale. Donc, on va dire que moi, j'aime bien dire, c'est ce que je dis peut-être une des grandes conclusions de mon livre, c'est de dire que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, en tout cas dans le bâtiment. Voilà. Et puis, l'investissement qu'on fait dans, on va dire, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est par définition un investissement qui est fait ici. Oui. Alors après, il faut que les matériaux soient produits ici, mais du travail qui est fait ici. Exactement. On crée de la richesse. Donc, la richesse, on la crée sur place. Exactement. En grande partie, en tout cas. Tout à fait. En grande partie. Guillaume Miot, je vous remercie. Merci à vous. Extrêmement intéressant. Il faudra que vous reveniez parce que c'est évidemment un sujet très important. Très vaste. Et je remonte votre livre qui vient de sortir et qui est une lecture vraiment nécessaire si on veut investir quelques dizaines de milliers d'euros. Exactement. Je vous remercie. Merci beaucoup.